hivernale. Alors nous vous demandons des efforts à vous. On lâchera rien. Ne bloquez pas le pays. Concrètement, c'est quoi le rôle d'un député en circonscription? Participer, alors il y a les cérémonies évidemment, le 11 novembre, le 8 mai, qui sont importantes. Il y a les inaugurations en circonscription, des nouvelles écoles, des noms de rues féminisés comme à Brou-sur-Chantraine par exemple, des initiatives citoyennes aussi, pas forcément, ça ne vient pas forcément des élus à chaque fois. Être présent aux côtés des collectifs qui se mobilisent. Il y a le collectif Char sur la chocolaterie de Noisiel, bon, il y en a d'autres comme ça, donc j'essaye d'être à l'écoute et à chaque fois je regarde ce que je peux faire. Il y a eu au début du mandat, cet automne, l'aménagement de la ZAC du Gué de Launay à Vers-sur-Marne, où j'avais été sollicité pour intervenir alors qu'il y avait une mobilisation. Et j'ai pas vendu du rêve, mais assez modestement, je pense que ma présence, mon discours et mon action ont fait en sorte que les citoyens, les collectifs puissent être intégrés dans la décision qui sera prise pour aménager cette zone et en particulier les entreprises qui seront retenues pour s'y implanter. Voilà, c'est des petites victoires, mais j'essaye de travailler en bonne intelligence avec tous les élus de la circonscription en essayant d'avoir à l'esprit l'intérêt général. Et justement, sur ce combat contre la réforme des retraites qui a duré durant ces derniers mois, quel bilan tu tires de cette séquence? Une dérive autoritaire et illibérale du gouvernement, du président et de toute la Macronie. Alors ça a commencé avec les gardes à vue préventives dans les manifestations à Paris en particulier. Moi j'ai visité plusieurs fois des commissariats où des gens qui avaient le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment se sont retrouvés à faire 24 heures, 48 heures, des fois des durées qui n'avaient pas de sens, 64 heures de garde à vue et qui sont relâchés avec aucune poursuite tout simplement parce qu'il n'y avait pas de motif à la garde à vue. Donc ça a commencé avec ça, les manifestations interdites, tabassés, gazés dans les manifs, les images de Sainte-Soline où Darmanin avait prévenu la veille qu'on verrait des images de guerre civile et il s'est débrouillé pour qu'on voit effectivement des images de guerre civile, les menaces de dissolution des mouvements comme les soulèvements de la terre, les menaces sur les subventions de la Ligue des droits de l'homme et on se fait taper sur les doigts au niveau international par des responsables de l'ONU. Voilà, et ça n'effraie pas la Macronie, ils s'entêtent, ils poursuivent et ils nous accusent, nous, d'être anti-républicains, alors qu'en permanence, ils cherchent à tordre le bras, y compris de l'Assemblée nationale. Je crois que le moment marquant, c'est quand même le 11e 49.3 d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire celui sur les retraites. Puisque voilà, pendant 10 jours, ils nous ont dit qu'ils n'en viendraient jamais jusque-là. Et puis en fait, au bout de seulement 9 petites journées de débat à l'Assemblée nationale, eh bien, elle a sorti ce 49.3 en montant à la tribune avec le sourire. Voilà. Et nous, on ne savait pas quoi faire, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de symbolique. Alors, encore une fois, ça n'a pas plu aux poudrés, aux bien élevés, mais on avait décidé de mettre nos écharpes pour bien rappeler que nous étions la représentation nationale et que c'était inadmissible de ne pas nous faire voter sur un texte aussi grave finalement. Et chanter la Marseillaise, je crois d'ailleurs que ça fait le tour du monde, donc c'est à la fois, voilà, on se dit que en improvisant, on a eu la meilleure réaction parmi celles qui étaient possibles parce qu'il n'y avait pas 36 solutions possibles et qu'en même temps, c'était quand même très grave ce qui s'est passé ce jour-là. De Gaulle est mort. C'était au XXe siècle et comme le nucléaire, je doute qu'il puisse incarner notre avenir. Vous nous avez encore tordu le bras en ce début de séance puisque vous avez refusé d'examiner les amendements qui étaient en discussion et sur lesquels vous alliez vous faire battre normalement à la loyale dans l'hémicycle comme ça a été le cas hier. Pire, au détour d'un amendement gouvernemental, ce texte impose un passage en force sur la sûreté nucléaire avec le projet de démantèlement de l'IRSN sans la moindre étude d'impact. Il est pourtant essentiel de maintenir notre système dual. Si l'IRSN est aussi bien organisé dans son travail que pour faire une manif, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter.
et qu'il n'y a aucune raison de vouloir le démanteler. Non, on hallucine complètement dans cette discussion. Malheureusement, en l'état actuel, ce n'est pas une loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui est soumise à nos votes, mais une loi d'accélération de la marchandisation des ENR. Et pour finir, nous ne sommes pas d'accord pour dire que l'électricité est une marchandise. Nous pensons que c'est un bien commun. Sur la base de l'article 49.3, je voudrais dire que cette discussion s'engage très mal parce que là, on a vraiment l'impression d'avoir été pris pour des imbéciles et ça engage quand même le vote final sur le texte pour notre groupe. Pourquoi l'énergie? Alors d'abord parce que moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux questions de climat, de changement climatique et de bifurcation qu'il faut faire pour essayer de résoudre cette question. Et les questions d'énergie sont forcément liées à celles de la préservation du climat. Et il se trouve qu'au mois de juillet dernier, donc quelques semaines après qu'on ait été élu, il y a eu un projet de loi du gouvernement qui s'appelait projet de loi pour le pouvoir d'achat. Et sur 20 articles, il y avait 10 articles qui concernaient l'énergie. Notamment, il y avait la relance d'une centrale à charbon, l'installation d'un terminal méthanier au large du Havre, la question de l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, c'est le prix auquel EDF doit vendre son électricité. Et maintenant, pour l'avenir, comment toi tu vois ces 4 prochaines années? Et est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Un dernier mot à faire passer, ce serait quand même qu'Emmanuel Macron et tous ses sbires s'interrogent sur comment ça va être possible de gouverner encore 4 ans. Parce que voilà, cette première année, on l'a déjà décrite, mais très autoritaire, de plus en plus autoritaire. Moi, je ne sais pas comment, sans même parler de réformer, mais comment on fait fonctionner un pays pendant 4 ans à coup de matraque et de réquisition et d'interdiction et de 49.3 et de passage en force, quoi. Donc si j'ai un petit conseil à lui donner, c'est quand même de se poser la question de dans quel état il va laisser le pays dans 4 ans, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Et puis pour ma part, moi je vais continuer à la fois le travail en circonscription auprès des gens, et puis surtout de me spécialiser, de me former sur ces questions plus particulières d'énergie et de climat, mais j'oublie pas le reste, et de me préparer à gouverner avec mes petits camarades si en 2027 on a une bonne nouvelle parce qu'on aura bien travaillé. Voilà. Eh ben on te le souhaite. Eh ben merci Maxime. De rien, merci à toi.